J'ai pensé que ça, c'est quelque chose de trop stupide, et trop rigolo, et trop fou, et des choses comme ça. Et fou, en anglais, c'est peut-être freak. Elle lui a dit, ah, freak, oui, ok. Ah, freak, c'est le nom. Je m'appelle Ludwig Oechslin. Je pourrais être un Italien parce que je suis né en Italie à Gabicemare, mais je suis suisse parce que ma mère était aussi suisse. J'ai fait beaucoup de choses, des études en archéologie à Bâle, et après encore un apprentissage de l'horlogerie. Dans la thèse que j'ai faite pour l'Université de Berne, j'ai dû décrire historiquement l'horlogerie de A à Z ou la mesure du temps. Je suis un scientifique et un chercheur dans le domaine de l'histoire, de la technique et des choses comme ça. De l'autre côté, j'étais jamais un horloger dans le sens de l'haute horlogerie parce que, par exemple, la finition, ça m'intéresse pas du tout. Il m'intéresse uniquement le fonctionnement et je travaille les pièces jusqu'au moment qu'elles fonctionnent. Si je me dois définir, c'est plutôt un créateur. L'horloge farnésienne, qui est au Vatican, il y a une horloge très complexe astronomique avec des rouages énormément compliqués, épicycloïdales et des choses comme ça. Elle a toutes les indications qu'on savait à l'époque, la Lune, du Soleil, de la Terre. La calculation de ces rouages est très complexe et difficile et que j'ai dû réinventer un peu les formules pour les analyser. Pour le démonter, l'étudier, faire la base de la description avec un catalogue de toutes les pièces décrites, mesurées et tout ça. J'ai travaillé 6 mois et après je l'ai remis en état. Et bon, il a fonctionné à la fin. Et après, j'ai commencé à écrire le livre, à étudier vraiment à base aussi mes notices et tout ça, pour faire la description et l'analyse, l'interprétation de cette horloge et la publication à la fin. C'était 4 volumes. Rolf Schneider, à l'époque, quand il a acheté Ulysse Nardin, il était en train de trouver quelqu'un qui lui fait une montre de représentation pour Ulysse Nardin. Il a vu cet astrolabe au mur de l'atelier de Spöring et il a demandé si on pourrait peut-être faire cet astrolabe en petite sur le poignet. Et à la fin, Jörg Spöring m'a présenté à Rolf pour regarder si moi j'arrive à faire les calculs. Si on prend maintenant la trilogie de Ulysse Nardin, la première était l'astrolabe, la seconde le planétaire et la troisième le tellurium. La trilogie est une composition d'une manière de l'indication qu'on peut regarder ou qu'on peut étudier au ciel. L'astrolabe est la vue de la Terre, elle s'appelait Galilée Galilei. Le tellurium est la vue de la Terre, de la Lune et du Soleil, elle s'appelait Copernicus, et le planétarium est la vue de tous les planétaires qu'on est dedans avec la Terre et la Lune et le Soleil. Elle s'appelait Kepler. Alors ça veut dire que le planétarium est la vue la plus grande, le tellurium est une zoom, vraiment avec le Soleil au centre, et la même vue de la Terre, c'est l'astrolabe. Alors, si je fais un projet, je commence à faire les dessins et après sur les dessins, je fais les pièces et je produis les prototypes. Et pendant tous ces travaux entre dessin et prototype, il se fait toujours quelque chose que moi je vois que ça on peut encore améliorer dans le prochain. Et si on fait tous les petits pas ensemble, ça donne à la fin quelque chose de grand. Trouver les solutions d'une pièce à l'autre, ça me dirige.
Il y a aussi des situations où je fais fur et à mesure et que je suis quand même un peu obsessif dans la direction qu'à la fin je me dois dire mais maintenant je dois recommencer. Alors par exemple pour mon calendrier de 4 années, j'ai travaillé sur plus ou moins 40 prototypes, mais dans ces 40 prototypes, il y a vraiment des pas en avant et après des pas en arrière, une autre direction, pas en avant, peut-être 3, 4 fois, ça c'était très dur parce que c'était quand même presque 2 années que j'ai travaillé sur certaines choses. Si je dois réfléchir un instant sur ce mot, je pense qu'il existe vraiment des génies, mais le problème c'est que moi j'ai énormément beaucoup travaillé et je pense que ça c'est pas génial. Les génies, ils peuvent vraiment arriver à ce que moi j'ai fait dans un petit mot de temps. Alors si quelqu'un il travaille tellement comme moi, je pense qu'il arrive aussi à la même chose et c'est pour ça que je ne suis pas un génie. Quand j'ai commencé à réfléchir sur la solution d'une montre qui donne directement aussi l'indication du temps sur le poignet avec le mouvement, j'ai pensé que ça c'est quelque chose de trop stupide et trop rigolo et trop fou et des choses comme ça. Et fou en anglais c'est peut-être freak. Et lui a dit « Ah, freak, oui, ok. Ah, freak, c'est le nom. » Une des pièces, les premiers qu'on a fait ensemble, et ça c'était justement avec Pierre, c'était le freak. Comme j'ai développé l'échappement à 2 rouages, il avait les connaissances sur l'autocollant qui lui ont donné l'idée de l'essayer avec silicium. Il a la possibilité avec la méthode de production de faire des pièces extrêmement exactes. Ça c'est une chose qui est extrêmement léger dans le matériel même. Pierre a inventé la chose de le mettre justement dans cet échappement que moi j'ai développé. Le concept de la solution de l'énergie avec un ressort qui est si grand comme la boîte même, avec l'échappement avec 2 rouages qui donnent les impulsions de l'une et de l'autre côté, avec l'indication du rouage même pour donner le temps, les minutes et les heures, et justement aussi avec la boîte même qui donne la possibilité sans couronne à vraiment faire l'énergie sur cette pièce ou avec la lunette de mettre à jour les heures et les minutes. Ça c'est tous neuf et tous concept. Et c'est pour ça que c'est, disons peut-être après la chute de l'horlogerie en quartz dans les années 70-60, c'est la première montre concept sur le marché. Et ça c'est unique. Il était vraiment un playboy. On a fait beaucoup ensemble aussi des voyages et des choses comme ça, qu'au fur et à mesure on se connut mieux et mieux et mieux, et à la fin c'est devenu un de mes meilleurs amis.